Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la suite de la séance 1 concernant les organisations. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de finalité qui sous-tend donc l'organisation ainsi que les buts qu'elle peut se fixer, qui en général découlent donc de cette finalité. Donc la notion de finalité se rapporte à ce qui tend vers un but, vers un horizon, vers un objectif. Le but étant donc évidemment le point à viser et à atteindre. Donc on voit que les finalités peuvent être globales, donc ça va incorporer notamment les trois dernières propositions, à savoir une performance économique, une performance sociale, c'est-à-dire un bien-être et un bien-vivre dans l'entreprise, ainsi qu'une performance environnementale, c'est-à-dire la maîtrise des rejets de la production, des externalités négatives qui viennent consommer l'environnement. L'aspect temporel pourrait se rapporter par exemple au comité d'organisation des Jeux Olympiques de la ville de Paris pour 2024. Vous comprenez bien qu'à l'issue des Jeux Olympiques, ce comité organisationnel n'aura plus vocation d'être. Donc il sera évidemment dissous à l'issue des résultats. Les objectifs en management concernent aussi bien le management stratégique, tactique qu'opérationnel, les trois niveaux de management que nous verrons ensemble. En tout état de cause, le management tend à optimiser les ressources allouées pour atteindre un objectif. On parlera donc d'efficacité, d'efficience, voire même de pertinence des ressources utilisées. Côté partie prenante, c'est-à-dire les éléments humains constitutifs de l'entreprise, on parle de stakeholders en anglais, donc les parties prenantes de l'entreprise, et on parlera de shareholders quand on voudra parler uniquement des actionnaires. Or, cette vision purement actionnariale de la gouvernance de l'organisation, de l'entreprise, est de plus en plus dépassée. Il vaut mieux effectivement inclure les stakeholders, c'est-à-dire les différentes parties prenantes. Des pratiques un petit peu, on va dire, financières concernant les entreprises ont un petit peu entaché l'image. On parle des salaires mirobolants, on parle effectivement de stock options distribuées qu'aux cadres dirigeants, de Golden Hello, parachute, termes sur lesquels nous pourrons revenir. Mais aujourd'hui, il est mieux de considérer l'entreprise dans sa totalité, dans son universalité, et intégrer toutes les parties prenantes directes et indirectes. C'est dans le but de bien vous faire comprendre maintenant quelle dimension nous voulons donner à la notion d'organisation que je vous invite à regarder ce petit reportage qui concerne le pont de Normandie. Vous verrez que en dehors des entreprises directement concernées par la fabrication, eh bien différents acteurs ont un rapport à ce pont. Allez, à vous l'honneur. Je vous laisse découvrir la vue. Quelle vue! Lors de sa construction, le pont de Normandie était le plus grand pont à haubans du monde. 856 mètres de portée entre les deux pylônes. Un chantier colossal qui a débuté en 1988. On construit d'abord les deux pylônes géants sur lesquels on pose en équilibre les premiers tronçons du tablier. Des opérations rendues périlleuses par le vent qui peut ici souffler à plus de 100 km/h, faisant vibrer tout l'édifice. Le tablier est composé de 300 pièces de béton et d'acier. Celles du milieu sont acheminées par bateau, puis hissées sur le pont. Il faut viser au centimètre près. Vous savoir décoller. Une fierté pour les enfants du pays, nombreux sur ce chantier. Vous avez tout vécu sur ce chantier, vous étiez là à ses débuts.
Ça, oui, ça a pris une grande part dans ma vie. Même ces énormes pylônes en béton armé bougent sans arrêt. Voilà pourquoi Clément doit les ausculter en permanence. Il est quasiment vivant parce qu'il bouge plusieurs fois dans la journée, le matin, le midi, le soir, en fonction de l'ensoleillement. Vous avez conscience, vous, de travailler sur un plan exceptionnel? Oui, en 1995, j'étais tout jeune à l'époque devant ma télé pour cette inauguration. Revenir quelques années après sur ce pont-là et comprendre comment ce pont a été construit et comment il se comporte aujourd'hui, effectivement, c'est une fierté exceptionnelle. Sur le plan théorique, ce que nous venons de voir ensemble concernant le pont de Normandie est résumé par deux chercheurs, Sayert et Marsh, qui affirment que l'organisation pour nous est un ensemble de coalitions d'êtres humains qui ont des intérêts contradictoires et qui vont essayer tour à tour de les imposer. Donc en fait, il faut voir l'entreprise comme un ensemble de relations, de lutte d'influence et de pouvoir. Et selon Sayert et Marsh, les conflits issus de ces relations sont essentiellement réglés au travers de routines organisationnelles, c'est-à-dire des négociations à la marge qui petit à petit pourront organiser la culture d'entreprise, la vie dans l'entreprise et déterminer le climat social. Justement, concernant le climat social, il existe évidemment des conflits sociaux que je traite là un petit peu avec un peu d'humour, même si c'est une question plutôt très très sérieuse, mais question qui dès le début de la création de l'entreprise a toujours opposé les groupes aux intérêts contradictoires, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc l'idée quand même, c'est que l'ensemble de l'organisation reste stable et avec des procédures internes notamment et le développement de routines procédurales qui vont pouvoir à terme assurer une certaine prévisibilité à travers l'établissement de planning, d'emploi du temps par exemple. Donc en cas de problème, l'organisation va mettre en place des solutions plus ou moins bien adaptées, et comme toute organisation qui parfois dispose de ressources excédentaires, ça peut permettre de maintenir une certaine stabilité en acceptant des mutations, en acceptant des augmentations de rémunération. Mais finalement, la décision sera un compromis entre les attentes des uns et des autres, et les dirigeants joueront un rôle d'arbitre justement entre ces différents intérêts divergents. Quand je parle de dirigeants, ça permet ainsi d'introduire la notion d'agence et de conflit d'agence, à distinguer de conflits sociaux. Donc la relation d'agence, c'est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes, qu'on va nommer le principal, engage une autre personne, c'est-à-dire l'agent, pour exécuter en son nom une tâche quelconque, qui implique donc une délégation d'un certain pouvoir de décision à l'agent. Cette notion d'agence concerne le rapport entre les actionnaires et les dirigeants salariés. Il arrive parfois que les intérêts soient contradictoires, que le dirigeant ait une vision économique de l'entreprise, qu'il souhaite développer le chiffre d'affaires, qu'il souhaite développer la notoriété de l'entreprise, qui va également accompagner sa performance. Et parfois, lui et l'actionnaire a une vision un peu plus financière. Il préférerait des restrictions économiques, une économie réglée qui permettrait d'augmenter le cours de la valeur de l'action en bourse, par exemple. Donc, il faut bien négocier entre actionnaires et dirigeants pour résoudre ce conflit d'agence. Ça nous amène parfois
à certaines dérives dans les négociations, quand les dirigeants sont notamment en position d'extrême puissance concernant la négociation. Ils peuvent obtenir des golden parachutes, c'est-à-dire des garanties en cas de licenciement, et notamment une prime substantielle, un golden hello, une prime pour accepter de venir travailler et diriger l'entreprise, des stock options qui sont des options sur action fixées à un prix préférentiel, en général en dessous du prix moyen que connaît l'action en bourse. De fait, quand le dirigeant décide de libérer l'option, il va pouvoir acheter l'action à un prix garanti et la revendre à un prix de marché. Donc je vous laisse penser qu'évidemment personne ne fait l'erreur d'acheter l'action à un prix supérieur à celui du marché. Donc dans 100% des cas, il y a des plus-values boursières à réaliser. Les autres éléments sont plus du domaine macroéconomique, les 3D, décloisonnement, déréglementation bancaire, ainsi que la dérégulation. Je trouvais pas le troisième D, que j'ai pas spécifié là, mais ça nous ramène aux années 80, avec l'explosion notamment du marché financier, dans lequel toutes les règles ont plus ou moins été assouplies, et qui a permis la création d'un marché financier mondial et notamment une ingénierie financière importante qui a créé les fortunes colossales qu'on connaît maintenant. Et évidemment, cet afflux d'argent a irrigué les entreprises et a tourné leurs objets sociaux ou leurs finalités vers les gains financiers. Et cette manne, il a fallu évidemment l'optimiser. Le management fiscal existe également. Alors l'optimisation fiscale reste dans certaines limites de la loi. On ne parlera pas d'évasion fiscale ou de fraude fiscale ou encore de blanchiment. Mais l'optimisation fiscale pour une organisation, pour une entreprise, dans une certaine mesure, fait partie du jeu. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la séance 2.